Édouard Durand, 160 000 enfants, violences sexuelles et déni social. En France, 160 000 enfants sont victimes de violences sexuelles chaque année. Au moment où ces lignes sont écrites, au moment où elles sont lues, les enfants sont et seront victimes de violences sexuelles. Victimes de violences? De violences sexuelles? Savoir que des enfants, des dizaines de milliers d'enfants sont victimes de violences sexuelles, le dire et le déplorer, c'est bien. C'est même un changement, une avancée, un progrès. Des enfants, l'idée est admise, tel est le progrès. Mais c'est aussi le point d'arrêt. Une idée, rien de plus. Aussi, répétons-le, en France, chaque année, des dizaines de milliers d'enfants sont victimes de violences sexuelles. On voit la frimousse, c'est un enfant. Une petite fille ou un petit garçon, une petite fille le plus souvent. On voit les yeux écarquillés, c'est un enfant qui a peur. On voit de la brutalité par les gestes, les cris ou les mots, c'est la violence que l'enfant subit. Sexuelle. Cette violence est dite sexuelle. Dans la pensée, la vision se brouille. Voir qui, voir quoi. Commençons par ce qu'il faut voir. Ça? Faut-il l'entendre puis voir les images que les mots suscitent? Il le faut. Un pénis. Parce que les violeurs d'enfants sont de sexe masculin. Pas toujours, mais presque toujours. Un pénis d'homme adulte, car les violeurs d'enfants sont majeurs. Mais ils sont parfois mineurs, souvent même, mais plus grands que l'enfant victime. Un pénis d'homme adulte, dans la bouche ou l'anus de l'enfant, dans le vagin si c'est une petite fille, ou dans ses mains, ou des mains d'homme adulte sur le sexe ou les fesses, dans le sexe ou dans les fesses d'un enfant. D'une petite fille ou d'un petit garçon, de 7 ou 8 ans, pas plus, qui a soufflé les 7 ou 8 bougies plantées sur son gâteau d'anniversaire il y a quelques mois, quelques jours ou quelques minutes peut-être. On a l'image. Un pénis d'homme adulte enfoncé dans le corps d'une petite fille ou d'un petit garçon de 7 ou 8 ans. Une image dégoûtante, terrifiante et révoltante. Une monstruosité. Le pénis ou la main, les doigts, les lèvres utilisées pour soumettre, pour prendre et pour nier l'identité comme on vole pour nier la propriété. Le pénis ou la main, les doigts, les lèvres sont au viol ce que le fusil à pompe, le revolver ou le couteau sont au braquage. Une arme. Dans le vocable violence sexuelle, l'adjectif ne doit pas prêter à confusion. Le sexuel est d'ordre instrumental, toujours et exclusivement. Il caractérise la violence perpétrée par le sexe. La confusion est de penser que parce que cette violence est sexuelle, elle est du registre de la sexualité. Ah, si on le tenait, cet homme adulte qui a enfoncé son pénis dans le corps d'une petite fille ou d'un petit garçon de 7 ou 8 ans. On le jugerait, on le déclarerait coupable, on le condamnerait à une peine d'une sévérité proportionnée à la monstruosité de l'acte qu'il a commis. Si on le tenait, on ferait ça. Et cette petite fille ou ce petit garçon avec ses 7 ou 8 bougies sur son gâteau d'anniversaire, si on le connaissait cet enfant, on le protégerait bien sûr. On l'emmènerait à l'hôpital, en urgence pour vérifier son état de santé, parce que c'est grave un viol. On demanderait à des spécialistes de s'occuper de lui, des spécialistes des blessures de violences sexuelles. On ferait tout ça. Si on savait quelque chose, on ferait tout ça. Si on savait. Si on les voyait, ces enfants violés. Mais on ne sait jamais. Et le coupable, on ne le tient jamais. Enfin, presque jamais. Du côté des enfants, on a des petits de 7 ou 8 ans, et même moins, et même plus aussi, des adolescentes ou des adolescents, ou des bébés même. Mais ce ne sont jamais des enfants violés. Ce sont forcément des menteurs, car il ne faut pas l'oublier. Les enfants mentent. Des enfants qui disent des choses tellement incroyables que c'est bien la preuve qu'ils mentent, ou qu'ils sont manipulés, qu'on leur met dans la tête des histoires de viol alors qu'en fait c'est pas vrai. On n'a pas des enfants victimes de violences sexuelles, on a forcément, et par dizaines de milliers chaque année, des enfants qui mentent, qui inventent, qui délirent. On a même des enfants qui prennent leurs fantasmes pour la réalité. Par exemple, forcément, on a des adolescentes qui mentent. On dit « elles couchent avec leurs petits copains », mais elles ne veulent pas le dire à leurs parents, alors elles mentent. Elles accusent leurs petits copains de viol, elles préfèrent que leurs petits copains soient mis en prison plutôt que de ne rien dire à leurs parents, comme tout le monde. On n'a pas des enfants victimes de violences sexuelles, on a seulement des enfants manipulés, forcément, par dizaines de milliers chaque année. Des enfants à qui quelqu'un dit de mentir à la police et au juge, ou qui leur répète tellement de choses fausses que les enfants finissent par croire que c'est vrai, et par le dire avec une telle sincérité, une telle douleur, qu'on croirait presque que c'est vrai. On s'y laisserait prendre si on ne faisait pas attention. On se laisserait emporter par la manipulation. On serait manipulé soi-même.
Au lieu d'être en présence d'un des 160 000 enfants, on est forcément devant un enfant manipulé par une personne qui veut bénéficier du mensonge. L'idée courante, c'est que ce sont toujours, presque toujours, des mères qui font ce genre de choses, qui manipulent leurs enfants et qui l'emmènent au commissariat pour mentir aux policiers. Elles auraient une idée derrière la tête. Elles se disent que la justice va interdire au père de voir son enfant. À la place des enfants victimes d'inceste, on aurait donc toujours des enfants manipulés par leur mère. L'idée doit être que ces mères s'imaginent que si leur enfant va voir le policier, l'éducatrice, l'enseignante ou le médecin, et dit « Je fais partie des 160 000 » ou « Je dénonce les violences sexuelles dont je suis victime et c'est mon père qui fait ça », on va croire l'enfant. Ces mères penseraient donc qu'on va vouloir protéger leur enfant en interdisant au père de le voir. C'est pour cette raison qu'on pense qu'elles imaginent pouvoir tirer profit du mensonge et qu'elles manipulent leur enfant. Alors que ce n'est pas du tout ce qui se passe. Au contraire, on va les accuser de manipulation et leur enlever leur enfant. Que s'imaginent tous ces enfants, ces adolescentes, qui disent que leur petit copain les a violés, ces garçons et ces filles qui disent que leur professeur, leur entraîneur, leur catéchiste, leur grand-père ou leur sœur les a touchés là et qu'il les a violés? Que s'imaginent ces mères qu'on accuse d'inventer des histoires pour que leur enfant le répète et qu'on accuse le père d'inceste? On va les croire? Qu'on va les protéger? C'est en effet ce qu'ils pensent, qu'on va les croire et les protéger ou protéger leur enfant. Ces enfants, ces mères le pensent d'autant plus qu'on leur a donné l'assurance que c'est ce qui se passerait. On leur a dit, on leur a montré des films, on a diffusé des spots, avec un message clair. Vous pouvez avoir confiance, n'attendez pas avant de révéler ce que vous subissez. Voici donc la situation. Les viols et les agressions sexuelles sont des violences d'une extrême gravité et sont une réalité d'une ampleur tout aussi extrême, par le nombre et par les conséquences. Une main aux fesses, est-ce grave ou pas? C'est grave, très grave. Faut-il reprendre l'image fixée dans la pensée il y a quelques lignes déjà? L'image du viol n'est pas destinée à être le point de référence de la gravité, moins grave en deçà, plus grave en dessus. Elle dessine le cercle à l'intérieur duquel le sexuel est une arme et le passage à l'acte de l'agresseur une effraction. À l'intérieur de ce cercle, des distinctions seront faites, certes. Il faut voir la différence entre une effraction à l'intérieur du corps, le viol, et une effraction à la superficie du corps, l'agression sexuelle. Ou entre une effraction unique et des effractions répétées pendant des mois et des années, ou encore une effraction perpétrée par des violences corporelles, comme des coups par exemple, et une effraction imposée par des violences mentales, comme des menaces ou de la séduction. Ces distinctions sont nécessaires pour réaliser l'étendue infinie des actes désignés comme violences sexuelles, ainsi que les modes opératoires des acteurs de ces violences. Mais elles ne doivent pas autoriser à élaborer une échelle de gravité abstraite et a priori. Les victimes seraient toujours perdantes. Ce ne serait jamais vraiment grave. C'est d'ailleurs ce qu'on leur dit, que ce n'est pas grave, qu'il faut passer à autre chose. Or, c'est grave, extrêmement grave, beaucoup plus grave que ce qu'on s'imagine quand on ne sait pas ce que c'est. C'est quelque chose qui fait que plus rien n'est comme avant, que la vie d'avant l'effraction par le sexuel est finie, si elle a jamais commencé, et que la vie d'après est marquée très profondément, et souvent jusque dans les profondeurs les plus intimes de l'existence. Cette marque, c'est ce que j'appelle le présent perpétuel de la souffrance, qui résulte de l'état de stress post-traumatique. Il faudrait tourner la page, ne plus y penser, sortir du statut de victime, se tourner vers l'avenir. Les victimes de violences sexuelles reçoivent souvent ce type d'injonction. Si seulement. Elles seraient les premières à tourner la page, à enfermer les violences qu'on leur a faites dans la boîte prévue pour les mauvais souvenirs que nul n'ouvre jamais. Malheureusement, quand les violences sont extrêmes, comme le sont les violences sexuelles, la page est si profondément entaillée qu'elle adhère à celles qui suivent, et que les pages qui suivent sont entaillées, elles aussi. S'il est possible de tourner la page, on s'aperçoit que la marque est sur les pages d'après. La vie d'après existe, la vie avec ses hauts et avec ses bas, une vie avec des pages lumineuses, emplies d'un bonheur inespéré. Et mieux que quiconque, les personnes qui ont été victimes de violences sexuelles le savent.
Il n'est pas question ici de les enfermer dans le présent perpétuel de la souffrance, sans laisser la moindre espoir que la vie d'après peut être belle et qu'elle vaut la peine d'être vécue. Elles le savent bien, puisque chaque jour est une lutte et une affirmation de soi. C'est pour les autres, particulièrement pour ceux qui voudraient qu'elles tournent la page, qu'il faut insister sur la souffrance extrême qu'infligent les violeurs et les agresseurs aux personnes qu'ils ont choisies pour victimes. Voici une femme, la quarantaine. Ce pourrait être un homme, aussi bien. On est assis à côté d'elle dans le métro, le train, le tram ou le bus. Elle rentre chez elle après une journée de travail, une journée éprouvante, comme toujours. Elle aime son métier, mais elle reste toujours en retrait. Elle se dit qu'elle est nulle, et quand on lui demande trop, elle n'ose pas dire non. Ça suffit. Quand quelqu'un élève la voix, pose un regard un peu appuyé, elle perd ses moyens, elle panique. Et puis elle a toujours mal au dos, des douleurs inexpliquées. On n'y peut rien. Elle a fait tous les examens possibles, mais personne ne comprend d'où ça vient. Elle aurait voulu aller chercher les enfants à l'école, mais elle n'a pas d'enfants. Souvent elle se dit qu'elle aurait été une bonne mère, qu'elle aurait été attentive, compréhensive et patiente, qu'elle aurait aussi fixé des limites pour les éduquer et pour les protéger. Elle aurait été une bonne mère si elle avait eu des enfants, mais elle n'a pas d'enfants. Son compagnon aurait voulu qu'ils fondent une famille ensemble. Il tenait beaucoup à devenir père de famille. C'est pour ça qu'il a fini par la quitter, quand il a compris qu'elle ne serait jamais enceinte. Pourtant, c'est un homme bien, qu'il aimait vraiment, qui était attentionné avec elle, qui était doux et rassurant. Vraiment, un homme bien. Mais elle ne supportait pas qu'il la touche et la faisait sursauter. Il n'insistait pas. C'était vraiment un homme bien. Il était gentil, mais il ne comprenait pas. Il savait, elle le lui avait dit, pour l'entraîneur, ce que lui avait fait l'entraîneur quand elle était petite. Il avait écouté, il n'avait pas dit que c'était du passé. Pourtant, il ne comprenait pas vraiment. Il savait ce qui s'était passé, ce qu'avait fait l'entraîneur. Mais quand elle faisait un cauchemar, quand elle faisait une crise de panique parce qu'un petit rien, une odeur, un bruit, un petit rien quoi, la replongeait dans les violences sexuelles que l'entraîneur lui avait faites. Son compagnon ne comprenait pas ça, et elle se sentait encore plus seule. Et parfois même, elle se disait qu'il fallait qu'elle tourne la page. Elle avait 11 ans. Il y a un peu plus de 30 ans que l'autre lui avait fait ça, entre ses 11 et ses 16 ans. Elle s'en veut de ne pas tourner la page. L'autre lui disait qu'elle était sa préférée, la meilleure de l'équipe aussi, qu'elle irait loin. Elle était contente. Elle était même contente que cet homme la trouve jolie, qu'il soit gentil avec elle. Le seul homme qu'elle avait connu, c'était l'ancien mari de sa mère. Il était violent avec sa mère. Elle aurait voulu le tuer. Mais elle était paralysée à chaque fois. Comme avec son entraîneur d'ailleurs. Elle était incapable de dire quoi que ce soit, tellement elle ne comprenait pas. Elle avait peur et elle trouvait ça pas normal, mais aucun mot ne pouvait sortir de sa bouche. Et puis elle se sentait complice, car elle était contente qu'il la trouve différente des autres. La seule fois où elle en a parlé à quelqu'un, un oncle ou une tante, on lui a dit que ce n'était pas grave, qu'il fallait qu'elle tourne la page, et surtout qu'elle était trop jeune pour séduire les hommes, qu'elle ne devait plus faire ça. Elle n'en a donc plus jamais reparlé. Elle pense à tout ça, assise sur son siège, les yeux dans le vide. Elle y pense tout le temps. Et elle sent bien que les gens à côté la regardent de travers, qu'ils la trouvent bizarre, comme ses collègues qui disent qu'elle est sympa, mais qu'elle n'est pas comme les autres. Comme la fois en rentrant où un homme s'est assis à côté d'elle sur le siège. Elle a poussé un cri et elle s'est levée, comme ça, d'un coup. Les gens l'ont regardée de travers. Cet homme portait le même parfum que l'entraîneur. Il y a un peu plus de 30 ans que l'entraîneur lui avait fait ça. Pourtant, c'est comme si elle le revivait constamment, dans ses cauchemars, mais aussi dans la journée. Un parfum, quelque chose, et c'est là. C'est toujours là. Maintenant qu'elle y pense, elle se dit qu'il faut qu'elle évite d'utiliser les transports publics. Ça limitera les risques. Elle ne sait pas bien comment elle ira travailler, mais elle préfère éviter. Elle s'organisera autrement. En France, parmi la population adulte, 5,5 millions de femmes et d'hommes ont été victimes de violences sexuelles dans leur enfance. Une personne sur 10. 5,5 millions de femmes et d'hommes connaissent le présent perpétuel de la souffrance, l'état de stress post-traumatique, souvent jusqu'à l'empêchement d'être si justement évoqué par Jean-Marc Sauvé. Dans toutes les familles, toutes les entreprises ou les administrations,
toutes les fêtes entre amis, il y a des sœurs, cousins, nièces, des collègues, des amis qui ont été ces enfants agressés sexuellement et violés. Et chaque année, donc, 160 000 enfants subissent des violences sexuelles. Et probablement plus en réalité. Au moins un enfant toutes les 3 minutes. Dans toutes les classes, tous les centres de loisirs, tous les clubs, toutes les institutions de soins ou d'éducation, il y a des enfants qui sont agressés sexuellement et violés. Le problème, c'est qu'on ne les voit pas, ou qu'on fait comme si on ne les avait pas vus. On voudrait bien protéger les enfants victimes de viols ou d'agressions sexuelles. On le ferait même. Mais ce ne sont jamais les bons qui sortent du silence. Comme on leur a dit de le faire, ce sont toujours des faux, des cas compliqués, pas clairs, pas comme dans l'image de la première page. Menteuse, séducteur, manipulé, consentant, manipulatrice. Cette distorsion porte un nom, déni. Les violences sexuelles, et particulièrement les violences sexuelles faites aux enfants, font l'objet d'un déni massif, puissant, ancien, enraciné, structuré et structurant même. Les violences sexuelles, ça ne doit pas exister. Les violences sexuelles faites aux enfants, ça ne doit pas exister, encore moins car ce sont des enfants. On ne fait pas ça aux enfants. Ça ne doit pas exister. Cette phrase est équivoque, ambiguë. Ça ne doit pas exister au sens où toute société digne de ce nom a le devoir de s'organiser pour protéger les enfants avant qu'ils ne soient victimes de violences sexuelles et pour protéger ceux qui révèlent qu'ils le sont. Ou ça ne doit pas exister au sens où ça ne peut pas être vrai, ce n'est pas possible. Ça ne doit pas être su au sens où une société préfère s'organiser pour faire comme si ça n'existait pas. Le déni a pour fonction d'autoriser à faire comme si ça n'existait pas. Il peut prendre plusieurs formes. Ça n'existe pas. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas grave. Les victimes peuvent très bien s'en sortir. Ça ne nous regarde pas. On ne peut rien y faire. Qui peut sérieusement prétendre que le déni appartient au passé? Le déni subsiste toujours puissant et ancré. Le déni a un corollaire immédiat, l'impunité des agresseurs. Le déni collectif et l'impunité des agresseurs marchent main dans la main, tranquillement, avec assurance, sans inquiétude. Main dans la main, comme si de rien n'était. Lorsqu'un enfant révèle les violences sexuelles qu'il subit à un professionnel, celui-ci fait rien dans 60% des cas. Plus de 70% des plaintes déposées pour violences sexuelles sur mineurs font l'objet d'un classement sans suite. 3% des pédocriminels sont déclarés coupables par un tribunal ou une cour d'assises. Comment ne pas reconnaître que ces chiffres sont le constat de l'impunité des pédocriminels et du déni collectif qui ruisselle jusque dans les décisions prises et les actions menées pour chaque enfant qui révèle les viols et les agressions sexuelles qu'il subit? Le déni a un coût monumental, un coût humain, celui de la souffrance de chaque être humain passé par les armes du sexuel, quel que soit son âge ou son sexe, celui de la souffrance des personnes qui l'entourent aussi et qui veulent l'aider, le protéger, le soutenir, par amour, par fidélité, par solidarité, par devoir, et celui des victimes suivantes, puisque l'agresseur jouit d'une impunité encourageante. Un coût social, celui de la perte de confiance dans le contrat social et dans la loi, et jusque dans les institutions qui ont été édifiées pour les garder et les faire tenir. Et un coût économique aussi, 9,7 milliards d'euros chaque année pour des dépenses publiques. Un coût économique monumental, dont les 2 tiers résultent des conséquences à long terme des violences sexuelles sur la santé des victimes. Un coût économique abyssal même. Pour les victimes, le présent perpétuel de la souffrance. Pour les agresseurs, l'impunité. Et pour les autres, le groupe, la société, comme des spectateurs les bras croisés. Le coût du déni. Un coût inacceptable, immoral même. Payé rubis sur l'ongle, sans commentaire, chaque année. C'est étonnant, incompréhensible. Tout est là sous nos yeux, les victimes, les agresseurs, les violences commises par l'agresseur sur la victime. Tout est là, c'est évident. Si ça n'était pas évident, on n'encouragerait pas les enfants à sortir du silence. On ne dirait pas aux victimes qu'elles peuvent pousser la porte des institutions, que parler est possible. On ne ferait pas ça, ce serait pervers, ce serait monstrueux. C'était tellement évident que tout le monde savait. C'est imparable, on l'entend à chaque fois ou presque. Tout le monde savait.
D'ailleurs, on ne lui aurait pas confié ses enfants. Et cette jeune femme-là qui va chez cet homme alors qu'on sait comment il se conduit, elle y est allée, alors qu'on sait ce qui s'est passé pour les autres avant elle. Tout le monde le savait. Et en plus, elle se plaint. C'est étonnant, incompréhensible. Toute cette souffrance et toute cette injustice, toute cette colère et l'impunité et le déni qui garantit l'impunité, il n'y a pas de quoi être fier. Si tout le monde savait, après, quand c'est trop tard, quand le mal est fait, c'est que tout le monde le sait quand il est encore temps de faire quelque chose. Et même si tout le monde ne le sait pas, si tout le monde n'est pas sûr, il faut prendre une décision. Agir quand même. Il faut prendre une décision, c'est sûr, c'est inévitable. Le temps est compté. Et il n'y a pas beaucoup de possibilités, il n'y en a que deux. Quand une petite fille ou un petit garçon, une adolescente ou un adolescent, ou une femme ou un homme adulte se dit victime de violences sexuelles, soit on le protège, soit on ne le protège pas. On le croit ou on ne le croit pas. Si on le croit, on le protège. Si on ne le protège pas, c'est qu'on ne le croit pas. Croire la personne qui dénonce les violences, voilà ce qu'il faut faire. Voilà le choix qu'il faut faire. C'est le seul choix raisonnable, rationnel, c'est logique. Non pas croire comme un acte de foi. On ne va tout de même pas faire comme si on ne savait pas qu'il y a plusieurs registres dans l'acte de croire. Croire au sens où il faut prendre au sérieux la parole de la personne qui, quel que soit son âge ou son sexe, révèle avoir été victime de violences sexuelles. Il faut prendre cette parole au sérieux, la tenir pour vraie et agir en conséquence. Il n'y a absolument aucune autre manière de lutter contre l'impunité des agresseurs. 160 000 enfants victimes chaque année et tous les adultes victimes chaque année. Il faut prendre leur parole au sérieux. Il ne faut pas passer à côté de cette parole. Et puis les enfants sont des gens sérieux, qui vivent leur vie sérieusement et qui parfois sont confrontés à des choses absolument effrayantes et cruelles. Les enfants sont des gens sérieux. Il n'y a qu'à regarder un enfant qui joue. Rien n'est plus sérieux qu'un jeu d'enfant. Rien n'est plus grave et plus intense. Il n'y a qu'à regarder un enfant qui parle à un adulte, qui attend une réponse, un enfant qui regarde le monde des adultes et qui se demande s'il a bien fait de leur faire confiance, s'il a bien fait de les croire quand ils lui ont dit de leur faire confiance, de leur dire si quelque chose n'allait pas. Alors que c'est tellement difficile à dire qu'on ne sait même pas ce qui va se passer quand ça aurait été dit, même si on sait bien que ce sera compliqué et que c'est pour ça que l'enfant a longtemps hésité avant de le dire. Les enfants sont des gens sérieux. On l'oublie toujours. On fait semblant d'être plus sérieux que les enfants. Pourtant, c'est l'une des rares expériences absolument universelles d'avoir été un enfant. Avoir été si vulnérable, si dépendant de la bienveillance, de l'attention des autres, si dépendant du regard des autres et d'abord de ses parents, pour être quelqu'un d'unique dans leur regard, avoir une identité inaliénable. Et c'est aussi pour ça, peut-être même précisément, fondamentalement pour ça que l'inceste, et particulièrement l'inceste parental, est un crime absolument, irréductiblement spécifique. L'inceste est la négation de l'identité, le piétinement, la destruction, l'absorption, l'aspiration, le déchirement de l'identité de l'enfant. Dans le regard de l'autre, de celui que l'enfant croyait bienveillant, indéfectiblement bienveillant, l'enfant ne trouve que la détestation de son identité. Quand l'agresseur dit « tu es ma ou mon préféré », il faut entendre « tu n'es rien, tu m'appartiens ». C'est pour ça qu'il faut prendre en sérieux la parole des personnes qui révèlent des violences sexuelles, des enfants et des adultes. Elles ont entendu qu'on leur disait qu'on les croirait, qu'elles pouvaient les dire, qu'elles seraient protégées, qu'elles ne parleraient pas pour rien. Quand elles l'ont entendu, elles ont pris ça au sérieux. En retour, il faut prendre leur parole au sérieux. C'est bien la moindre des choses. Ça va sans dire même. Ça devrait aller sans le dire, mais il vaut mieux le dire. Ça pourrait même être une grande cause. On vous croit, comme une promesse, un encouragement inconditionnel. Pour de vrai, comme disent les enfants qui sont des gens sérieux. Le problème, c'est qu'on ne tient pas la promesse. On dirait que ce n'est jamais le bon moment pour qu'une victime de viol ou d'agression sexuelle révèle les violences et désigne l'agresseur. Ce n'est jamais le bon moment, jamais la bonne manière. C'est trop tôt, c'est trop tard, c'est trop vague, c'est trop précis, c'est trop chuchoté, c'est trop public.
jamais le bon moment, la bonne manière, le bon endroit, la bonne personne. C'est ce qui se passe quand un enfant révèle qu'il est victime de violences sexuelles par un de ses parents. Le plus souvent, c'est le père qui commet l'inceste. Parfois, c'est la mère, mais c'est beaucoup plus rare. Et quand c'est elle qui commet l'inceste, le plus souvent, elle le fait en étant complice d'un homme. Il faut quand même faire l'effort de s'approcher de ce que vit l'enfant victime d'inceste ou de toute violence sexuelle. Il faut quand même avoir le courage de se représenter sa peur, sa honte, son sentiment de culpabilité. Il faut se représenter sa peur, peur des menaces de son père. Le plus souvent, c'est son père qui est le parent incestueux, peur de détruire la famille, comme l'a dit l'agresseur, et la peur de ne pas être cru. C'est pour ça. C'est surtout pour ça que les victimes ont peur de le dire, parce qu'elles ne savent pas si on va les croire. Elles devraient en être sûres. Ça ne devrait même pas être une question. Elles ont entendu les autorités dire qu'il fallait révéler les violences, que c'était possible. Donc elles ont le droit d'être sûres que si elles révèlent, on va les croire sur parole. C'est la moindre des choses. Il faut faire l'effort de s'approcher de l'enfant victime d'inceste parental, de l'enfant qui est violé ou agressé par son père. Il faut se souvenir que nous avons tous été des enfants et il faut bien comprendre que les enfants sont des gens sérieux. Et bien quand il arrive à un enfant des choses qui lui font mal, qui lui font peur, qui l'inquiètent, qui le perturbent, à qui va-t-il le dire? Il va le dire à ses parents, évidemment. C'est comme ça que ça se passe le plus souvent. Et si toutes ces choses, c'est son père qui lui a faites, à qui va-t-il le dire? Il va le dire à sa mère, évidemment, qu'il va le dire à sa mère. C'est comme ça que ça se passe le plus souvent. Donc, l'enfant le dit à sa mère. L'enfant victime d'inceste dit à sa mère quelque chose comme ça. « Maman, est-ce que c'est possible de rester à la maison le week-end où je dois aller chez papa ?» Sa mère lui demande pourquoi et l'enfant répond quelque chose comme « C'est parce qu'il me fait des choses que je n'aime pas. » Alors sa mère lui demande quel genre de choses et l'enfant, qui n'a pas très envie de parler de ça, dit quelque chose comme « des choses avec son zizi ». Il y a une chose qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est très difficile d'entendre ce genre de phrase. On est sidéré, même quand on fait ce métier depuis 20 ans, qu'on est formé pour ça, payé pour ça, accompagné pour ça, pour entendre ça. Alors il faut bien comprendre que la mère est encore plus sidérée, et en même temps, elle réalise que tout un monde s'effondre et qu'elle est projetée dans une situation qui va être très compliquée. C'est en effet une situation très compliquée, parce que cette mère a deux possibilités, et que quoi qu'elle fasse, on lui reprochera. La première possibilité, c'est le déni. La mère fait comme si elle n'avait rien entendu. Elle ne fait rien, elle n'en parle à personne. Elle ne va pas au commissariat ou à l'hôpital ou au centre social. Elle sait qu'un jour ou l'autre, on l'accusera de complicité, qu'en tout cas, on lui reprochera de n'avoir rien fait, de ne pas avoir protégé sa fille ou son fils, alors qu'une mère, avant tout, c'est la confiance, c'est la protection. Autre possibilité, c'est la protection. Après le moment de sidération, elle se reprend. Elle va dire à son enfant quelque chose comme « Tu as bien fait de me le dire, je suis fière de toi. Papa n'a pas le droit de te faire ça, personne n'a le droit de te faire ça, c'est interdit par la loi, je vais te protéger. » Elle va dire aussi quelque chose comme « Tu sais, ce que tu m'as dit est important et je ne peux pas le garder pour moi. Je dois en parler à la police, ou l'éducatrice, ou au juge, ou à l'avocate. Et toi aussi, il faudra que tu le dises au policier, ce que fait papa. » Et plus tard, quand l'enfant sera au commissariat et qu'il aura tout raconté au policier, celui-ci lui posera cette question. « Qui t'a dit de me dire ça ?» Alors l'enfant répondra « C'est maman. » Tout simplement, c'est maman. Et instantanément, cette mère sera perçue comme une manipulatrice qui a échafaudé ce stratagème pour que le père soit accusé d'inceste. Elle sera accusée d'aliénation parentale. Cette idée inventée par un psychiatre qui soutenait qu'une mère devait réprimander son enfant s'il accusait son père d'inceste et lui interdire d'en parler. Elle perdra tout. L'enfant, lui, sera enlevé pour être confié à une maison d'enfants ou une famille d'accueil, et même au père. Cette mère sera condamnée pour non-représentation d'enfant si elle refuse de l'obliger à aller voir son père. Elle sera peut-être même emprisonnée. 160 000 enfants sont victimes de violences sexuelles chaque année. Pourtant, plutôt que de protéger les enfants qui révèlent ces violences, on les soupçonne de mentir, d'exagérer, ou on accuse leur mère et tout autre adulte protecteur de mentir ou de manipuler.
C'est l'effet du déni, ancien, massif, structurant même. Transformer les victimes de violences sexuelles en menteuses, en affabulatrices, après leur avoir juré, la main sur le cœur, qu'elles pouvaient avoir confiance et sortir du silence. Ainsi va le monde depuis toujours. De même qu'on ne prête qu'aux riches, on n'utilise le pouvoir que pour les puissants. Et la violence, même quand elle passe par le sexe, n'est qu'un instrument, un moyen pour obtenir et maintenir un rapport de domination. Tu m'appartiens. Je fais partie de ceux qui peuvent posséder le corps des autres. Certes, il y a plusieurs explications qui permettent de comprendre la persistance de l'impunité des agresseurs et du déni dans lequel le groupe humain que nous constituons se réfugie complaisamment. La difficulté, voire l'incapacité de se représenter le viol ou l'agression sexuelle d'un enfant doit être prise en compte. Entendre les mots qui décrivent la violence sexuelle, c'est faire surgir les représentations que ces mots suscitent, et c'est insupportable. Il est plus commode de se dire que ce n'est pas possible. La peur doit aussi être prise en compte, la peur de la violence et la peur des agresseurs. Il faut en convenir, ça fait peur, c'est terrifiant. Les violences sexuelles sont une réalité terrifiante. La cruauté des agresseurs, leur détermination et leur mode opératoire sont glaçants. C'est par le déni qu'on se protège de la peur. C'est aussi en faisant alliance avec l'agresseur. Et le pouvoir, la perpétuation d'un système de domination, la fascination pour le pouvoir et ceux qui le possèdent. Décrypter les mécanismes des violences sexuelles, leur ampleur, les mécanismes du déni et de l'impunité des agresseurs, c'est mettre en question la notion même de pouvoir et la légitimité de ceux qui en ont pris possession. C'est ça qui paraît insupportable, dangereux même. C'est pour ça que le déni est nécessaire. C'est pour ça que les gardiens du temple s'opposent à tout ce qui pourrait augmenter le niveau de protection des victimes. C'est pour ça qu'on invite les victimes à sortir du silence et qu'on leur reproche toujours de parler, de s'affirmer comme sujet légitime de langage, comme détentrice d'une parole légitime. Quand elles parlent, on leur reproche de faire de la délation. Quand elles écrivent, on leur reproche de faire des réseaux sociaux un tribunal populaire. Quand elles désignent l'agresseur, on leur reproche de lancer une chasse à l'homme. Quand elles ne le nomment pas, on leur reproche de manquer de courage. Tous les principes sont invoqués pour délégitimer leurs paroles. Les agresseurs peuvent toujours compter sur le soutien sans faille des gardiens du temple. À les entendre, on croirait que, plutôt que l'impunité des agresseurs, c'est la parole des victimes qui mettrait en danger l'état de droit, le contrat social et le vivre ensemble. Ainsi, y a-t-il toujours un principe qui est interposé entre la victime et la protection, entre l'agresseur et la loi? À commencer par celui de la présomption d'innocence, évidemment, qui est brandi pour interdire de voir ce que l'on voit et de le dire, pour suspendre le rapport à la réalité. Comme les autres principes, la présomption d'innocence, improprement évoquée, n'est plus alors qu'un prétexte, une caution du déni à valeur constitutionnelle. Improprement invoquée car l'application de ce principe est limitée à la procédure pénale, aux décisions prises dans le cadre d'une procédure pénale à l'encontre d'une personne qui est mise en cause pour une infraction. Le principe de la présomption d'innocence n'a jamais été conçu pour garantir l'impunité des criminels et des délinquants, ni même pour empêcher les citoyens de dire ce qu'ils voient et ce qu'ils pensent. La présomption d'innocence ne peut être opposée aux victimes de violences pour leur interdire de dire qu'elles sont victimes de violences et de le dire comme elles pensent devoir le faire. Au nom de quoi, de quel principe et de quel impératif moral s'autoriserait-on à reprocher à quiconque de dire « moi aussi » ? En réalité, c'est là aussi un enjeu de pouvoir. Sortir du silence, déjouer les mauvais secrets, signaler, le mot d'ordre est clair en apparence. Répétons-le, ces invitations n'ont de sens que si elles contiennent la promesse que la personne qui y répond sera crue et donc protégée. Or, la parole donnée en réponse à cette invitation n'est pas écoutée telle qu'elle se donne. Elle est déconstruite, réincorporée dans un récit alternatif. Le témoignage est réincorporé dans une réalité de substitution qui sera appelée vérité judiciaire, réalité psychique, majorité sexuelle, tribunal médiatique. En effet,
Qu'est-ce que la vérité judiciaire? Au nom de quoi quelques personnes, magistrats ou jurés, seraient-elles dépositaires de la vérité et légitimes pour l'énoncer? L'acte social de juger ses semblables est une éminente et écrasante responsabilité qui fait l'honneur de ceux qui l'assument et qui méritent d'être plus justement considérés. Toutefois, il ne confère aucun pouvoir sur la vérité, plus exactement sur la réalité. L'enfant violé a été violé, l'enfant torturé a été torturé, l'enfant trahi a été trahi. Le réel a eu lieu. Nul n'a pris sur lui. Aucune instance n'a le pouvoir d'en décider a posteriori. L'acte social qu'est le jugement n'est donc pas l'énoncé d'une vérité, mais la démonstration de la capacité d'une société de s'approcher le plus justement possible du réel déjà advenu. Or, il faut le rappeler, plus de 70% des plaintes déposées pour des violences sexuelles faites aux enfants font l'objet d'un classement sans suite, le plus souvent au motif que l'infraction est insuffisamment caractérisée, et si une minorité d'agresseurs, de pédocriminels sont déclarés coupables, c'est le plus souvent au motif que c'est parole contre parole. Dans ces conditions, puisque c'est la vertu du doute qui est invoquée pour ne pas prendre au sérieux la parole des victimes, il est clairement abusif de parler de vérité, fût-elle judiciaire. Qui a le droit de parler? Quelle parole dispose d'une légitimité quand elle surgit? À qui reconnaît-on ce droit? Qui dispose du pouvoir de conférer ce droit? Le témoignage est-il subordonné à une autorisation? Autrement dit, quelles sont les instances légitimes de parole? Ce problème est ici posé comme celui qui contient tous les autres et la solution pressentie comme la clé qui résoudra tous les autres. Comme si tout, disons tout pour souligner l'importance de l'enjeu, était contenu dans cette question pour les violences sexuelles faites aux enfants, les violences sexuées plus largement et au-delà même dans une réflexion plus politique sur les implications du choix entre l'impunité des agresseurs et la protection des victimes. Car il s'agit bien d'un choix, et celui qui sera fait par les pouvoirs publics et par la société tout entière dira quel groupe humain nous voulons être, quelle civilisation sera jugée sur ce qu'elle aura considéré comme négociable ou non négociable. Il ne faut jamais l'oublier. Alors, le corps des enfants, le corps des femmes, négociable ou non négociable? La légitimité de la parole de tout être humain, négociable ou non négociable? Le principe responsabilité et la continuité du monde par la parole de l'éducation des enfants, négociable ou non négociable? Il faut choisir. Tous les pouvoirs resteront unis pour ne rien changer, au prix du sacrifice des victimes, au prix du coût du déni, payé rubis sur l'ongle. La cohorte des gardiens du temple s'alignera comme un seul homme pour invoquer les arguments d'autorité pour ne pas lutter contre l'impunité des agresseurs. Ils diront aux victimes qu'ils voudraient bien les protéger, mais qu'on a des principes et qu'il faut qu'elles le comprennent. Ils diront que c'est plus compliqué que ça, que cette alternative est réductrice et caricaturale. Ils diront qu'ils sont neutres et que toute parole qui se distingue de leur discours est militante. Comme un seul homme, comme d'une seule voix. Avec l'assurance de ceux qui prennent leur courage à deux mains pour dire qu'ils sont du côté du pouvoir, ils diront quelle parole est légitime et ils construiront méthodiquement l'illégitimité de celles qui ne veulent pas l'entendre. Ces arguments d'autorité sont de bonnes planques. À l'évidence, il y a des raisons de penser que c'est perdu d'avance. L'histoire est plutôt de leur côté. Et le déni est une position confortable. Et l'histoire semble se répéter. Nous avons cru que la honte allait changer de camp. Et que la France serait fière d'être du côté de la loi, pas du côté de la transgression. Fière d'inspirer confiance aux enfants et à toutes les victimes. Fière d'avoir compris qu'il n'y a pas de position neutre. Que se dire neutre, c'est être du côté des agresseurs. Pourtant, tout laisse à penser que la parole des victimes, on l'a assez entendue. Ça suffit. On éteint la lumière. Et pourtant, elle est éternelle. Elle se rappelle incessamment, comme pour suggérer que le choix du déni ne la satisfaisait pas, qu'elle est lasse d'entendre toujours après que tout le monde savait alors qu'elle était là depuis le début. Il semblerait que ces bonnes plans commencent à être débusqués. Les arguments d'autorité ne font plus recette, ils ne font plus de poids. Quelque chose de s'est grippé dans le mécanisme du déni. Un grain de sable, puis un autre, puis des milliers. Le premier comptait pour rien.
puis le second et plusieurs encore, comptez pour rien, puis des milliers. Les mots comme des grains de sable, la parole des victimes, les témoignages énoncés un à un, chaque témoignage dans son unicité irréductible a rejoint tous les autres. Chaque histoire personnelle, conservant son unicité irréductible et rejoignant toutes les autres, a été exprimée dans son universalité. Chaque récit privé a rejoint tous les autres et a ouvert le clos du privé pour affirmer sa légitimité sociale, publique, politique. Un sillon a été creusé depuis la fin du XXe siècle avec opiniâtreté. Les premiers témoignages, la littérature, les mouvements féministes et les associations de victimes, la CIAZ, MeToo sur les réseaux sociaux, le théâtre et le cinéma, la Civise aussi, espace de rassemblement, de reconnaissance et de légitimité. 30 000 témoignages recueillis, 30 000 affirmations de légitimité, 30 000 restaurations du langage face à la violence et au déni. Instance publique, la Civise aura été un espace de reconnaissance inédit pour les témoins qui s'y sont rassemblés. Dépositaire de leurs paroles, dignes et exigeantes, elle leur a rendu sensible l'urgence d'engager une politique publique déterminée de protection des enfants. Unis, ces témoignages ont affirmé leur légitimité. Cette légitimité fait désormais partie de ce qui doit être considéré comme non négociable, irrémédiablement. Témoignage après témoignage, un mouvement social s'est constitué. Il a le visage d'un enfant, une petite fille ou un petit garçon, qui regarde le monde des adultes, qui se demande quels choix ils vont faire et qui se répète. Et pourtant, elle est éternelle. Et ceux qui se sont passés d'elle, ici-bas, ont tout ignoré. Édouard Durand. À l'heure du soupçon, il y a deux attitudes possibles. Celle de la désillusion et du renoncement, d'une part, nourrie par le constat que le temps de la réflexion et celui de la décision n'ont plus rien en commun. Celle d'un regain d'intention, d'autre part, dont témoigne le retour des cahiers de doléances et la réactivation d'un débat d'ampleur nationale. Notre liberté de penser, comme au vrai toutes nos libertés, ne peut s'exercer en dehors de notre volonté de comprendre. Voilà pourquoi la collection Tract fera entrer les femmes et les hommes de lettres dans le débat, en accueillant des essais en prise avec leur temps, mais riches de la distance propre à leur singularité. Ces voix doivent se faire entendre en tout lieu, comme ce fut le cas des grands tracts de la NRF, qui parurent dans les années 1930, signés par André Gide, Jules Romain, Thomas Mann ou Jean Giono, lequel rappelait en son temps « Nous vivons les mots quand ils sont justes ». Puissions-nous tous ensemble faire revivre cette belle exigence. Antoine Gallimard.